Salut à tous, vous regardez Campus Channel, merci d'être avec nous. On est ici pour une heure de chat décomplexé avec Télécom Sud Paris et son programme ingénieur prépa. Pour en parler ce soir avec nous, nous recevons Claire Lecoq, directrice adjointe des formations. Bonsoir Claire. Bonsoir. À vos côtés, Victor Védy, étudiant ingénieur en deuxième année et président du club de robotique InTech est avec nous. Salut Victor. Bonjour. Ils attendent bien sûr toutes les questions que vous pouvez continuer à nous envoyer en direct. Et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le pitch. Claire, est-ce que vous êtes prête pour ce pitch? Absolument. Vous avez 1 minute chrono, pas une seconde de plus. Attention, top, c'est parti. Alors, Télécom Sud Paris est une grande école d'ingénieurs généralistes dans le domaine du numérique. Le numérique est en train de transformer absolument tous les pans de la société. Alors, nous formons nos jeunes diplômés à la maîtrise scientifique et technique du numérique, mais aussi à la compréhension des enjeux et à l'accompagnement de cette transformation. On est situé au sud de Paris, dans une des régions les plus dynamiques d'Europe, et on partage notre campus avec IMTBS, qui est une école de commerce, qui crée une dynamique particulière. Nous faisons partie de l'Institut Mines Télécom, qui est le premier groupe d'ingénieurs et de managers de France, et on vient de cofonder l'Institut Polytechnique de Paris. Vous allez refaire l'histoire. Avec l'école Polytechnique, avec l'ENSTA, l'ENSAE Paris et Télécom Paris. Très bien, et vous êtes parfaitement dans les temps. Excellent pitch. Vous continuez bien sûr chez vous à nous envoyer toutes vos questions en direct. Elles s'affichent juste ici en droite, c'est la droite ça, ou en bas de votre écran en fonction de l'appareil depuis lequel vous nous regardez. Et en régie, on envoie la première question que je vous laisse lire, Claire. À quelle filière de prépa le concours est-il ouvert et combien de personnes recrutez-vous dans chacune? Alors peut-être que Victor est le mieux placé pour le concours est ouvert à toutes les filières. Donc toutes les filières scientifiques. Toutes les filières scientifiques. PC, PT, Psy, MP. C'est ça, et même ATS. BCPST. Non. Et il y a donc en termes de places, il y a environ 80 places pour les MP, une soixantaine pour les PC et les PSI. On descend vers la dizaine pour les PT. Et les AST, ça dépend. Alors, 5. ATS, c'est ça, parce que prépa ATS, c'est les prépas pour des gens qui ont fait avant des BTS, des DUT, et AST, je pense qu'on aura l'occasion de revenir. C'est sur d'autres filières, c'est pas le concours. On en recrute 165 personnes sur ce concours, plus 10 personnes sur le parcours Eurecom. D'accord, très bien, qui a un parcours spécifique. Et est-ce qu'il y a, du coup, mathématiquement, on a plus de chances d'être pris si on vient de MP, ou est-ce que, comme il y a une proportion de candidats… Non, il y a une proportion. Non, les rangs d'intégration ne créent pas de biais en fonction des filières. Non, par exemple, moi je viens de PT, donc… D'accord, donc c'était statistiquement un peu moins de… Oui, il y avait moins de places, mais il y a moins de candidats, donc en soi, c'est pas… Donc tout s'équilibre. Très bien, allez la régie, la question suivante que je te laisse lire, Victor. Salut, je viens d'apprendre que j'étais admissible à Télécom Sud Paris. Quelles vont être les différentes épreuves orales et quels sont vos conseils pour réussir? Alors, je pense que je peux y répondre. Alors déjà, ça dépend de ta filière. Il va y avoir une journée d'oral. Donc, pendant cette journée, tu vas passer une épreuve de mathématiques, une épreuve, donc si tu viens de MP ou PC, c'est de la physique, et si tu viens de psy ou de PT, c'est de la SI, un entretien de personnalité et enfin une épreuve d'anglais. L'entretien de personnalité, il est propre à l'école ou c'est par rapport au concours? Non, c'est sur le concours, Mines Télécom. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est important, je pense, pour les jeunes qui sont candidats et qui peuvent être stressés, c'est qu'on n'est absolument pas là pour les mettre en difficulté. Au contraire, on est là pour découvrir une personnalité et de se rendre compte si notre projet et son projet se rejoignent, et bien, on l'accueille avec enthousiasme. Et comment ça se déroule cet entretien de personnalité? Parce que parfois il y a des entretiens, notamment dans des écoles de commerce qui sont spécifiques aux écoles, où donc le candidat doit dire j'ai très envie d'intégrer telle école pour telle raison. Là c'est un entretien qui est spécifique à un concours. Oui, est-ce que ça a une influence? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'engager sur une école, ou est-ce que c'est bien de dire moi si je passe le concours c'est pour telle école? Alors juste sur la forme, l'entretien commence par un commentaire sur une photo qu'on découvre en séance. Donc ça, c'est une façon aussi d'engager un discours un petit peu spontané et de découvrir de manière un petit peu naturelle, pas forcément hyper préparée non plus, le candidat, et de voir ce qu'il est capable de dire en face d'une situation qui souvent comporte un enjeu sociétal, une réflexion.
Un des conseils, c'est d'être soi-même. Donc, c'est pas parce que dans le jury, il y a quelqu'un de Télécom Sud Paris et quelqu'un des Mines d'Alès qu'il faut absolument dire que je veux intégrer Télécom Sud Paris. Ça va vite se voir. Ce qui est important, c'est d'avoir un projet, de le défendre. Et chacun a sa place. Nous, on auditionne sur un concours commun, donc on laisse la place à chacune des écoles et à chacun des candidats. Victor, on arrive pour ce candidat ou cette candidate qui nous a envoyé ce message et pour tous les candidats admissibles qui nous regardent dans la dernière ligne droite. Les oraux vont commencer dans quelques jours. C'est quoi ton conseil aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Est-ce qu'on est en mode chillax, pas de soucis, on révise pas et puis de toute façon on a bien révisé pour les écrits? Ou est-ce qu'il faut passer en mode machine de guerre, on se bouffe toutes les annales jusqu'à ne plus pouvoir? Je pense que ce qui est important, c'est surtout d'être confiant en soi, d'avoir confiance en ses capacités. Pour ce qui est de l'entretien personnalité, je rejoins Claire en disant que c'est vraiment le but de cet entretien, c'est de nous aider pour nous orienter vers la meilleure école, l'école qui nous correspond le mieux dans cet institut. D'accord. Et pour ce qui est de la dernière ligne droite? Et pour la dernière ligne droite, évidemment, il faut réviser, mais ça ne veut pas dire arriver crevé aux oraux, sinon ça. Et toi, comment tu avais fait par exemple, typiquement, pour réviser? Moi, personnellement, les révisions, c'était pas trop mon truc, mais. Le talent? Non, j'irai pas jusqu'à là, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Très bien. Et je te laisse lire la question suivante, Victor. Bonsoir, je fais partie des résultats les plus faibles de ma classe en admissibilité. Ai-je quand même mes chances de réussir? Oui, mais ça veut rien dire, le résultat de ta classe, parce que tu ne passes pas les concours pour ta classe, mais le concours pour la France entière. Et donc, ça va vraiment dépendre de ton classement national. Et ça dépendra de ta prestation aux oraux. Parce que c'est aux oraux que tu vas te vendre à l'école et montrer que tu es capable de suivre au mieux ce cursus. Si on prend un petit peu les différents coefficients, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais par exemple l'entretien de personnalité, est-ce qu'il est au même niveau que les épreuves plus académiques? Je ne connais plus les coefficients par cœur, mais effectivement il a un impact extrêmement important sur le classement. Il peut changer l'ordre des classements. Oui. Donc pour un candidat, parce qu'au-delà de cet exemple de la classe… Moi j'ai envie de dire à ce jeune, il faut être convaincu par son projet, et souvent quand on est convaincu, on est convaincant. Très bien. Et donc, parce qu'il se dit qu'il est peut-être avec des résultats d'admissibilité faibles, et il y en a peut-être parce que je ne sais pas si on connaît ou pas la barre d'admissibilité au moment où on passe le concours, mais peut-être que certains se disent « Ah, j'ai pas très bien réussi, vu mes notes, etc. » Il y a des choses qui se font au moment des oraux, on peut vraiment inverser la donne? Oui, mais de toute façon, tout se joue sinon les épreuves, elles ne seraient pas là. Donc, tout est important et il faut y croire jusqu'à la fin. Voilà. Très bien, on va enchaîner sur la question suivante que je vous laisse lire, Claire. Alors, quels sont les cours que nous aurons en première année? Est-ce la prolongation du programme de prépa? Alors, les cours que l'on a en première année, c'est à la fois, donc c'est ce qu'on appelle de manière assez classique le tronc commun. En fait, c'est une sorte de menu unique, mais pas que, il y a énormément de variantes. C'est-à-dire que c'est un petit peu résumé de dire que c'est un tronc commun. En tout cas, on pose les fondamentaux de nos domaines scientifiques et techniques du numérique, les maths, le signal, les réseaux, l'informatique, l'image, et il m'en manque, voilà, évidemment, et la physique. Mais on pose aussi les fondamentaux de ce que va être un ingénieur manager, parce que tous nos ingénieurs vont être en responsabilité de management, donc des cours d'économie, de gestion. On est à minima en responsabilité d'un projet, peut-être pas en responsabilité de femmes et d'hommes, mais on a de toute façon des responsabilités, donc c'est extrêmement important de les comprendre. Donc des cours de management, des cours de gestion et des cours de langue et de sciences humaines. Et de toute façon, dans toute la formation, on a une pédagogie par projet qui est extrêmement importante et extrêmement présente. Donc dès la première année, il y a 2 très gros projets. Un projet GATE qui travaille pas que sur la technique, et d'ailleurs pas forcément sur la technique, sur les enjeux sociétaux, le sens de nos actions, et un projet de développement informatique. Donc, est-ce la prolongation du programme prépa? À la fois oui, donc sur des mathématiques, mais on va vers les sciences pour l'ingénieur, donc des probabilités, des théories des graphes, des choses comme ça. Et à la fois non, c'est-à-dire que typiquement les élèves peuvent être surpris par ce que c'est que notre programme de physique où on fait de l'électronique et c'est pas exactement la continuité du programme de prépa. Tu confirmes qu'il y a une différence entre les enseignements que tu as eu en prépa, peut-être sur les méthodes, comment tu l'as perçu toi? Oui, alors c'est différent dans le sens où on a une certaine continuité sur tout ce qui est mathématiques. Après, l'idée
c'est que le programme de prépa il va apporter un bagage intellectuel dont on va retrouver des similitudes à droite à gauche, mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément en prolongation. Je pense que le point assez intéressant de la première année, c'est notamment les gestions de projets. On va travailler en petits groupes et ça, on n'a jamais eu ça en prépa et ça change énormément de choses. Et alors, de tous les cours que tu as eu en première année, c'était quoi ton cours préféré? Mon cours préféré, c'était justement la physique, système et fonctions électroniques. Et sinon, le projet Gate, qui était vraiment un projet incroyable. Et alors, pourquoi la physique? Parce que ça faisait écho aussi à ce que tu aimais? Ou la est-ce que physique, c'était des sujets, des thématiques qui t'ont particulièrement un peu les deux. Je suis un peu venu dans cette école pour cette filière-là, on va dire. Donc, c'est un peu pour cette raison que je... C'est pas par hasard qu'il est président du club de robotique quand même. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a un vrai intérêt, il y a une vraie fibre. Oui, non, c'est pas... Je suis rentré dans un local au hasard, mais il s'est avéré que c'était le bon local. Tu as vu de la lumière et tu es rentré. Claire, je vous laisse prendre la question suivante. Quelles sont les différentes spécialités accessibles aux étudiants et à partir de quelle année peut-on la choisir? Alors là, c'est tout l'intérêt d'intégrer une école qui fait partie de l'Institut Mines Télécom et de grands réseaux comme l'Institut Polytechnique de Paris. Dès lors qu'on rentre dans, par exemple, Télécom Sud Paris, on a accès évidemment aux options qui sont en propre à Télécom Sud Paris, on en a une dizaine. On a accès aux options qui sont communes avec notre école avec laquelle on habite sur le campus de Paris, qui est IMTBS, donc où là on va aller plus vers du management des systèmes d'information, tous les systèmes complexes qui assemblent nos petits programmes d'informatique, pour faire un peu simple. On a accès à 13 M2 qui sont opérés avec nos partenaires du plateau de Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris. Et on a accès aux 150 options de l'Institut Mines Télécom en mobilité. On peut aussi partir à l'international, on a 140 partenariats, donc vous voyez… Le spectre est assez large. Et donc, absolument exceptionnel. Vous le disiez, première année, tronc commun, entre guillemets, généraliste, enfin orienté numérique, mais assez large. Troisième année, spécialisation, ce qu'on appelle nous nos voies d'approfondissement ou nos options. La deuxième année, c'est une année pivot. Nous, on est très attachés au fait d'accompagner nos étudiants. Ils arrivent en ayant été extrêmement accompagnés, voire éventuellement en n'ayant pas eu beaucoup de temps de respiration pour mûrir leur projet. Donc on les met dans le bain en première année pour qu'ils aient des outils, des bases pour pouvoir comprendre, penser à un projet. La deuxième année, c'est vraiment une année avec 3 grandes phases pour qu'ils essayent des spécialités, qu'ils définissent avec nous leur parcours, qu'on les accompagne sur quels professionnels ils ont envie d'être. Donc on a tout un système un petit peu complexe, très rythmé, mais qui leur permet, avec beaucoup d'étapes, de définir leur projet sans jamais être bloqué. C'est-à-dire qu'on ne va jamais dire à un étudiant « tu veux changer de spécialité, tu ne peux pas parce que tu n'as pas fait tel et tel prérequis ». Et alors toi, Victor, illustration concrète, tu sais déjà qu'est-ce que tu as fait là comme premiers enseignements de spécialité et est-ce que tu sais ce que tu vas faire en troisième année? C'est ça. Alors en fait, donc, en première année, j'ai fait le tronc commun, normal. En début de deuxième année, on commence à avoir quelques voies d'ouverture. Donc j'ai pris notamment voie physique. Et ensuite, c'est vers février qu'on commence la voie d'approfondissement, donc la VAP. Et donc moi, je suis en système embarqué et mobilité et je sais ce que je vais continuer en troisième année sur Évry. Et alors ça correspond à quoi ça concrètement, système embarqué? Système embarqué, il faut voir ça un peu comme toute l'électronique qu'on a un peu partout aujourd'hui, que ce soit dans une caméra, dans une voiture autonome, dans un avion. En fait, il y en a partout. Très bien, je te laisse enchaîner avec la question suivante, Victor. Quels sont… non, raté. Ça a zappé. Bonsoir. Est-ce que le management représente une part importante de la formation? Si oui, peut-on en moduler le nombre d'heures? Alors, le management… Tu veux? Vas-y, je t'en prie. Alors, on va tous être ingénieur-manager, soit avec une part d'expertise extrêmement importante, mais dans ces cas-là, il faut au moins savoir faire de la gestion de projet. Effectivement, tous ne vont pas absolument vouloir manager des hommes, manager des grandes équipes, faire de la stratégie, etc. Donc il y a à minima 3 cours de 30 heures en première année qui apprennent le marketing, la gestion, un peu le droit. C'est-à-dire que pour évoluer dans son métier d'ingénieur, si on ne sait pas lire un bilan, si on ne connaît pas un tout petit peu le droit de l'informatique, c'est compliqué. Et de toute façon, après, il reste une semaine transversale. On pourra reparler de ce que sont les semaines transversales. C'est des temps forts dans nos formations où on parle du management intelligent. Qui je suis pour interagir avec les autres, pour collaborer avec les autres, pour les diriger, etc. Mais à partir du moment où la deuxième année est avec énormément de choix, on peut
on peut se décentrer du management. Voilà. Et alors, pardon. Et on peut être extrêmement centré sur le management. Et alors, on entend de plus en plus parler dans les formations et même en entreprise des soft skills, ces compétences douces qui correspondent à du management, des compétences de prise de parole, etc. Est-ce qu'il y a une manière pour vous dans l'enseignement d'insuffler une petite dose de soft skills ? Pas une petite, c'était quelque chose qui est extrêmement présent. On en a déjà parlé. On a 6 projets majeurs dans toute notre formation. Donc, on en a 2 en première année. On en a parlé, c'est GATE. C'est un projet entre 7 et 9 personnes. Donc, c'est un grand groupe. On a le projet de développement informatique qui est plus sur de la technique. En deuxième année, on a des semaines transversales sur de la créativité, sur le projet de création d'entreprise, sur la semaine aussi Imagine où on est en groupe. Et on a un grand projet scientifique qui s'appelle le projet Cassiopée. En troisième année, on a le projet de fin d'études qui accompagne toute la scolarité. Donc de toute façon, on est absolument tout le temps en pédagogie par projet. Nos enseignants ont été très largement formés à des pédagogies alternatives pour que les étudiants soient pleinement acteurs de leur formation. Donc ça, et le campus a été repensé pour ça. C'est-à-dire que les surfaces ont été transformées. On a créé un très grand learning center avec des espaces de coworking. Donc c'est absolument indispensable. Et on est convaincu d'une deuxième chose, c'est que les soft skills, ils les apprennent dans leur vie associative. Et là, ils font des projets qui sont absolument sidérants, dont on est très fiers. Tu le confirmes, Victor ? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, ça va faire déjà 15 minutes qu'on est ensemble et on va faire une petite pause dans les questions. On passe tout de suite aux 3 mots max. Tabou. Aïe, aïe. Il est là, c'est notre buzzer préféré, le concept du 3 mots max tabou. Vous le savez ou pas, d'ailleurs, si c'est votre premier campus Chanel, et ben ce concept il est extrêmement simple. Ils vont avoir 3 mots maximum pour définir leur école, leur formation, à chaque mot un argument. Mais attention, ce soir ils ne peuvent pas tout dire. J'ai sélectionné en amont une liste de 3 mots tabous qu'ils ne connaissent pas et qui s'affichent chez vous sur votre écran. Et s'ils emploient l'un de ces mots, que ce soit dans les mots qu'ils vont me donner ou bien dans la description qu'ils vont en faire, c'est le buzzer. Ah non. Alors, la tension monte et vraiment je dramatise. On va voir ce que ça donne. Tabou. Dramatisons. Qui veut prendre le premier mot? J'ai ma liste bien sous les yeux, je m'apprête à buzzer parce que c'est une certitude, je vais buzzer ce soir. Qui veut prendre le premier mot? Le premier mot, c'est transformation. Et bim. Eh bien alors numérique. Non plus. Disruption, là vous pouvez pas l'avoir. Disruption, je ne l'ai pas. Voilà. Donc effectivement, les technologies de l'information sont en train de changer de manière extrêmement profonde le monde. Notre façon d'interagir avec l'information, notre façon de travailler ensemble, notre façon de vivre tous les jours. Et il faut accompagner cette transformation, les enjeux. Il faut accompagner ce changement. Et pour l'accompagner au mieux, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait et avoir une conscience de ce qu'on produit. Le deuxième mot? Le deuxième mot, c'est valeur. Vas-y. Ah, mais... Non, pas non. Non, mais je sais que je vais l'avoir. Donc, vous avoir sur le troisième mot. Non. Alors, valeur, on pourquoi? va y Parce qu'en fait, de mon point de vue, en tout cas, on rentre dans cette école et on nous apprend tout au long de la scolarité, tout au long de notre scolarité, à devenir ce qu'on veut être. C'est-à-dire que qui on veut être, comment on veut l'être, quelle valeur on veut apporter au monde qu'on veut créer grâce à cette disruption. Habile. Et vraiment, je trouve que c'est un point assez important d'insister sur cet accompagnement dans nos valeurs, en fait, et on nous forge pas, on nous aide. Et le dernier mot pour vous, Claire? Le dernier mot, c'est ensemble. Alors pourquoi ensemble? Alors ensemble pour plusieurs raisons. Moi j'ai d'abord parlé de la vie associative, parce qu'une vie associative qui est commune aux deux écoles, donc Télécom Sud Paris et l'Institut Télécom Business School. Donc c'est vraiment quelque chose qui est incroyable de pouvoir vivre sur le campus avec ces managers et de partager en permanence avec eux dans des projets qui sont extrascolaires. Et c'est vraiment génial. Et moi j'ai une phrase clé, je dis que notre école est un système multicœur et que les écoles sont pleinement un des cœurs du système. Donc on leur apprend à prendre leur place pleinement, à être acteurs de leur apprentissage, à être acteurs de leur école, à participer à nos grands projets. Ça peut être des projets extrêmement importants, stratégiques, de fusion d'écoles. Et leur point de vue, on leur apprend à donner leur point de vue et on le prend en tant qu'un des cœurs du système.
Très bien. On ne s'est pas fait beaucoup avoir. Quand même, 2 mots sur 3. Le dernier mot, je pensais que vous l'auriez. C'était innovation. Innovation. J'ai senti que vous étiez à 2 doigts de le dire. Je suis très heureux Campus Chanel remporte cette battle. Je vous laisse prendre Claire la question suivante. J'ai vu que vous aviez un cursus à Sophia Antipolis. Pouvez-vous détailler de quoi il s'agit? Merci d'avance. Alors effectivement, il s'agit d'un cursus dans une des écoles qui est associée à notre groupe Institut Mines Télécom, qui est situé à Sophia Antipolis. C'est quoi comme école? Eurecom. D'accord. Donc qui est un enseignement en anglais. Donc on entre à Télécom Sud Paris, on fait la première année avec tous les autres étudiants et après on fait les 2 autres années en enseignement en anglais dans un environnement très international à Eurecom. Et ça, quand est-ce que ça se décide? Au moment du concours. D'accord. Donc on choisit la filière Eurecom. Et donc les critères... Donc on est accepté sur la filière Eurecom ou sur la filière Evry. Mais on est affecté sur une filière. Et ça, comment vous faites la distinction entre les élèves? Ça va être par exemple les notes d'anglais qui vont être pondérées un peu plus de manière plus importante? C'est des rangs d'intégration qui sont un peu différents. D'accord. C'est une filière que tu ne vas pas faire, que tu as hésité à faire? Alors non, j'ai pas hésité, je ne voulais pas la faire. D'accord, mais bon, ça peut intéresser. Bon, c'est catégorique, mais il y a des gens qui veulent la faire. Ça intéresse des gens. J'ai une amie qui a fait 1 an dans le club de robotique avec nous et puis qui est partie à Sophia et elle s'éclate. Pas de souci. Et l'objectif, c'est de viser des carrières plutôt internationales, j'imagine. C'est très international, Eurecom. C'est vraiment un corps professoral absolument international et des cours 100% anglais. Et à la fin, on a quoi comme diplôme? Le diplôme ingénieur de Télécom Sud Paris. Très bien, je te laisse prendre la question suivante, Victor. Alors, qui arrive tout de suite. Hello, c'est une ville étudiante sympa, Evry. Alors oui, moi je trouve que c'est une ville sympa qui est en plein devenir. Faut savoir que bon, c'est pas, il y a des rumeurs qui sont fondées ou non sur Evry, mais je trouve que la ville évolue dans le bon sens et que on arrive vraiment sur une ville qui devient agréable à vivre. D'autant plus que nous, on a un campus qui est absolument incroyable et que ça, c'est vraiment génial pour la vie étudiante. C'est loin de Paris? C'est à côté de Paris? Alors, on est environ à 30 km, c'est ça? On est juste à 2 pas de la gare. C'est ça, on est à 2 pas du RER. Est-ce que la porte de Clichy, c'est loin de la porte d'Orléans? Ouh là là, moi je suis très mauvais en géographie parisienne. C'est pareil? Voilà. Très bien, donc c'est les mêmes distances. En temps de trajet, non mais pas en distance. En temps de trajet, c'est tout à fait faisable. Et effectivement, les étudiants, ils peuvent vivre et travailler de manière très confortable sur le campus d'Evry et sortir à Paris ou prendre des rendez-vous professionnels à Paris. Ce ne sont pas des allers-retours quotidiens, donc c'est tout à fait gérable. Et Victor nous parlait, a commencé à esquisser le portrait de ce campus. Alors racontez-nous, à quoi ça ressemble quand on arrive à Télécom Sud Paris? Alors Télécom Sud Paris, c'est un campus, donc il y a évidemment tous les bâtiments d'enseignement et les bureaux du personnel. Mais il y a aussi effectivement le Learning Center dont je vous parlais, qui est un très très grand espace pour vivre. Alors, il s'appelle Nova. Et en bon ingénieur, on aime bien dire que c'est un acronyme. C'est notre open space pour vivre et apprendre. D'accord. Voilà. Mais ça allie des espaces de convivialité, des espaces d'expression, un mini-théâtre, des espaces café, un grand espace de coworking, la médiathèque, etc. Donc, ils peuvent effectivement vivre, travailler là. On a toute la Maiselle, la maison des élèves, avec plus de 900 lits qui sont sur ce campus. On a des espaces sportifs 1000 m², un gymnase, un terrain de beach volley, 3 terrains de tennis, un terrain de basket. Pas encore la piscine, j'aimerais beaucoup avoir la piscine. Je l'ai demandé à mon directeur, on va voir. Mais on a un petit bassin à poissons quand même, dans le bâtiment de direction. Où on ne peut pas trop s'entraîner à son sapin. Un pédiluve. Un petit pédiluve, voilà, pour l'été quand il fait chaud. Voilà. Mais ils sont... On a quand même tous les étudiants de l'école de commerce et les étudiants de l'école d'ingénieurs qui évoluent sur ce campus. Donc, ils sont aussi très organisés pour se faire livrer leurs courses. Et pour ce qui est d'Evry en tant que tel, parce que c'est peut-être pas la ville où on se dit on va pouvoir sortir, ça va être sympa, est-ce que c'est le cas ? Alors d'un point de vue personnel, j'ai pas l'occasion de sortir tous les soirs, hein, mais je sais que évidemment il y a des gens qui sortent beaucoup dans Evry. Il y a en fait à la Maiselle il y a 900 lits pour près de 2000 étudiants, ce qui fait qu'en première et deuxième année on est généralement sur le campus, mais il y a beaucoup de colocations qui sont en extérieur, des colocations étudiantes, et il n'y a aucun problème avec ça. Très bien. Et puis ils sont très organisés pour faire leur fête au foyer. D'un point de vue professionnel, des fois, je trouve qu'ils font beaucoup la fête. Ben voilà, donc
On peut s'amuser, mais c'est comme Non, tout avec tout à modération. Tout à fait. Je vous laisse prendre Claire la question suivante. Bonsoir, on peut faire de l'apprentissage dans votre école. Alors, on a une filière de spécialité qui n'est pas sur ce concours, hein, spécialité réseau, où ils sont 3 ans en apprentissage. Et on vient de créer une nouvelle voie d'approfondissement, nos options de 3e année, qui sont en contrat pro. C'est la VAP, Architecture et Intelligence pour les réseaux. Et ceux-là sont sur ces concours. D'accord, Voilà. parce que vous parliez d'une autre filière en 3 ans, ça va concerner quel type d'étudiants du coup? C'est plus des étudiants qui sont issus d'IUT. D'accord. DUT, etc. Donc qui ont une DUT, formation BTS. très pratique. Et sur cette nouvelle formation, par contre, quand est-ce qu'on va décider sur la VAP quand on commence En même temps que les autres, dans les temps de choix et d'accompagnement sur les SCEI. choix. Ah non, pas du tout. Ah, dans la au deuxième moment année, où on est- d'accord, c'est pas dès le début. dans D'accord. l'année pivot de 2e année, où petit à petit, on teste des choses et on affine son projet. L'avantage d'avoir ce tronc commun en première année, et cette école un peu généraliste, c'est qu'on peut rentrer dans l'école sans être persuadé de vouloir faire quelque chose en particulier et de découvrir toutes les options, toutes les voies d'approfondissement qu'on peut y faire pendant cette année et demie de tronc commun. Et c'est ça le gros avantage. Très bien, on va passer à la question suivante. Je te laisse la prendre, Victor. Bonjour, est-il possible d'effectuer un an de césure en entreprise ou pour développer un projet personnel? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, césure, hors note, césure. Là, je vais te laisser répondre, Claire. Alors, la césure, si c'est 1 an en stage, c'est pas autorisé dans la loi. Donc, par la loi, c'est pas autorisé? Non, on n'a pas le droit de faire une année pleine en stage. On peut dans pas la faire loi, 2 fois 6 mois dans 2 entreprises non, différentes? Sur une année civile, mais pas sur une année scolaire. Petite subtilité. D'accord. Non, je pense que moi je vais revenir au fond et au sens des choses. C'est-à-dire que si l'étudiant a un vrai projet alternatif, ça peut être, là j'ai des étudiants qui veulent partir faire un tour en bateau et développer les énergies renouvelables autour de l'Atlantique, donc le Sénégal, le Brésil, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans leur construction de leur personnalité. On disait qu'on accompagne nos étudiants pour qu'ils deviennent des ingénieurs responsables, mais moi je vais au-delà, qui sachent pleinement quels citoyens ils sont. Donc ça, c'est important qu'on respecte et qu'on soutienne ces projets, ce qu'on fait. Si l'étudiant nous dit « mais moi j'ai absolument besoin d'aller avoir une expérience professionnelle d'1 an en entreprise », alors ce ne sera pas sous format de stage. Ça peut être un petit CDD. Ça peut être des CDD, ça peut être… Ça peut même mais être… on passe beaucoup de temps à comprendre exactement quelles sont les motivations des étudiants, quelles sont éventuellement leurs craintes, parce que derrière ces années de césure, régulièrement les étudiants ont peur, n'ont pas confiance en se disant « je ne suis pas prêt pour aller travailler ». Ils sont absolument prêts pour aller travailler. Il y a un nombre de semaines de stage qui est suffisant et les entreprises, elles savent qu'ils sont prêts. Donc il faut aussi travailler pour être sûr que c'est un projet, que ce n'est pas une peur et les rassurer sur leurs compétences parce qu'ils sont absolument compétents. Et ça représente à peu près combien d'étudiants qui font des césures chaque année? C'est souvent personne. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont quand même très bien dans nos écoles et l'appel vers l'extérieur est pas extrêmement présent. Là, cette année, j'en ai pas. D'accord. L'année prochaine, je pense qu'on a 2 ou 3 projets de césure sur les 3 années scolaires. Enfin, bon, ils ne le font pas en première année par définition, mais c'est quelques unités. Très bien. Et écoutez, ça va faire une demi-heure qu'on est ensemble. Ça passe vite. Et vous, oui, ça passe très vite. Et tu verras quand ça sera 1 heure, ça sera encore ça, plus c'est rapide. pour Victor. Et c'est pour Victor, tout à ouais. fait. C'est l'heure de destination FINALE finale. Pour cette destination finale, nous avons préparé une liste de questions, de phrases qui sont débutées. Ça va être à toi, Victor, d'en piocher une et de la compléter. On touille et je te laisse piocher. Allez. Alors, Attends. si tu 3 petits points, tu te ferais virer sur le champ. Si je nageais dans le bassin de l'ADM, je me ferais… Non, même pas. Bah non. pas. Raté. Qu'est-ce qui peut faire qu'on se fait virer de Télécom Eh ben, Paris. Eh ben, c'est une bonne question parce que déjà ça doit pas arriver souvent vu que j'en ai pas entendu parler. Et ensuite, c'est pas dans mon programme donc je saurais pas dire. Est-ce que Claire, tu peux m'aider là-dessus Comment est-ce qu'on pourrait se faire virer? Quelques exemples motifs d'exclusion temporaire. Les D'accord. exclusions temporaires sont liées à des problèmes de discipline, mais de Ça arrive ça discipline, après une prépa, après tout de discipline grave. C'est-à-dire D'accord. que
L'alcool aidant dans quelques soirées, il se peut que ça dérape. Voilà. Donc ça peut être un cas. Que nos adultes ne comprennent pas, nos jeunes adultes ne comprennent pas qu'ils doivent rester responsables. Donc il y a voilà. Ça. J'imagine, alors j'ai envie de faire un test, peut-être le plagiat de temps en temps, ça peut être un motif d'exclusion temporaire. Vraiment, alors je vous ai déjà dit, j'aime bien les phrases clés. Et moi, il y a une deuxième phrase clé que j'aime bien, c'est il y a de plus en plus d'écart entre le fait d'être majeur et le fait d'être adulte. Et nous, on est convaincus du fait qu'on doit être une sorte de continuité des familles, d'adultes accompagnants. Donc même en cas de plagiat, ils vont passer en conseil de discipline, on va leur expliquer que ce n'est pas bien du tout, on va leur lire les articles de loi, mais on ne va pas les mettre dehors. D'accord. Donc il y a quand même une forme de bienveillance, entre guillemets. Il n'y a pas une forme, il y a absolument une bienveillance et on recrute même notre personnel sur cette posture-là, avant, peut-être même, en tout cas tout le personnel accompagnant, le service du scolaire, etc., presque avant les compétences techniques sur les postes, puisque ça s'apprend. Les seuls cas d'exclusion que j'ai vraiment, qui sont presque des exclusions voulues par les étudiants, c'est un étudiant qui arrive là et qui ne sait plus pourquoi il est là, qui n'a jamais su pourquoi il a intégré une école d'ingénieur et qui ne l'assume pas complètement éventuellement. Et sa seule porte de sortie pour pouvoir expliquer à des tiers, par exemple, c'est d'être exclu. Et c'est vrai. Et ça peut lui rendre service. C'est vrai. Et quand on lit parfois la presse, parfois des articles, il y a parfois ce blues, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, de personnes qui sont dans des écoles mais qui n'ont pas foncièrement envie, ça peut être le cas comme ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez aussi accompagner des étudiants sur un autre projet? Est-ce que ça arrive tous les ans qu'il y ait d'autres projets? Et pour ça, en tant que direction des formations service vie scolaire, on a une énorme chance, c'est de faire partie de l'Institut Mines Télécom. Parce qu'effectivement, on a quelques étudiants, c'est encore des unités, mais on les accompagne de très très près, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas de sens, qui ne se retrouvent pas. Ils sont arrivés là, ils ne savaient pas exactement ce que c'était le numérique. En tout cas, ils découvrent que ça ne leur correspond pas, pour faire un petit peu simple en première année. Et dans ces cas-là, on les accompagne. On travaille beaucoup avec toutes nos écoles partenaires de l'Institut Mines Télécom. 150 options, ça laisse beaucoup de diversité. Et on sait même les accompagner vers des choses qui ne sont pas du numérique, vers de l'environnement. Donc, on travaille avec nos collègues des autres écoles pour qu'ils puissent entrer dans les autres écoles en mobilité. Très bien, la régie, parfait. Victor, c'est pour toi. Ah, salut Victor, avais-tu hésité avec d'autres écoles d'ingénieurs? Et qu'est-ce qui a motivé ton choix? Alors, il faut savoir que moi, j'avais hésité entre deux choix qui sont complètement aux antipodes l'un de l'autre. J'avais hésité entre les arts et métiers et Télécom Sud Paris. D'accord. Et il s'est avéré que la mécanique, j'aimais bien ça, mais pour en faire mon métier, non. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaisait alors foncièrement à Télécom Sud Paris? J'en parlais un peu tout à l'heure. Donc la voie d'approfondissement système embarqué, les options physiques et surtout le campus. Le campus qui est vraiment un atout, enfin c'est même l'atout majeur. C'est quand on compare ça aux autres écoles d'ingénieurs, la vie d'ingénieur, la vie d'élève ingénieur, c'est pas une vie de cours à 100%. La première chose qu'on nous dit en arrivant à l'école, c'est que pendant les 3 ans, il va falloir qu'on réussisse à manager notre vie d'études, notre vie personnelle et notre vie associative. La vie associative est vraiment prise en compte dans le cursus, même dans le cursus, dans les notes. Et c'est un point qui est non négligeable, je trouve. Et tu as eu l'occasion de visiter le campus? On peut le visiter avant de rejoindre l'école? Comment ça s'était passé? On peut le visiter. Il y a 2 lieux. Il me semble qu'il y a 2 lieux pour passer les oraux. Il y a à Vincennes et il y a sur le campus. Et moi, j'avais passé à Vincennes, mais j'avais vu des belles photos du campus. Et donc, ça t'avait permis de le voir. Et pourquoi pas un jour, je ne sais pas si ça a déjà été fait, un petit envers du campus Chanel, comme ça on ira découvrir par nous-mêmes, caméra au point, le campus. Eh bien, je vous laisse prendre Claire la question suivante. La régie est sur le fil. Bonjour, est-il possible de réaliser des projets dans le domaine du numérique ou de l'embarquer dans le cadre de la vie associative? Alors là, je crois que c'est juste toute ta vie. Allez, c'est ça. Raconte-nous ta vie, Victor. Allez, on va la faire courte parce que… Oh, tu peux faire long, on a le temps. Donc oui, tout à fait, c'est même au-delà du possible, c'est même recommandable parce que c'est une très bonne voie, une très bonne filière. En effet, il y a un club de robotique, il y a un club de cybersécurité. On a un pôle extrêmement intéressant de cybersécurité. Et en fait, les jeux vidéo, les développements de jeux vidéo. Et tout ça, en fait, on peut le mettre en application aussi bien dans le cadre des études que dans le cadre de la vie associative.
Et on sort des cours, au lieu d'aller dans sa chambre et de regarder une série qu'on a déjà vu 1000 fois sur Netflix, on va se mettre dans un local avec des gens qui ont la même passion que nous et on va apprendre des choses en autodidacte par nous-mêmes. On va les mettre en application. Donc juste pour la faire courte, le club de robotique InTech, on participe à la Coupe de France de robotique, donc c'est le plus grand rassemblement d'élèves ingénieurs d'Europe quand même. Et c'est fait quand même un beau programme, construire un robot de A à Z en 7 mois. Ils sont tellement passionnés qu'eux sont organisés en 3-8 pour finaliser leur robot. Oui, on a notre propre emploi du temps à part. Un des slogans du club académique, la cybersécurité, c'est « moins tu dors, plus t'es fort ». Voilà. Donc ils y passent leur jour et leur nuit. Est-ce qu'il y a, je vais poser une question polémique Campus Chanel, est-ce qu'il y a un petit côté parfois philistin dans les activités qu'on veut faire, c'est-à-dire on choisit aussi les activités en pensant aux cases qu'on a envie de cocher dans son CV? Est-ce que ça, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire c'est un win-win game. À la fois ça me passionne, à la fois je dors peu, mais à la fois gling gling sur mon CV ça fait bien. Et alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas l'impression, parce que c'est ce qui arrive quand certaines personnes choisissent certaines voies d'approfondissement. Ils se disent, les maths, je sors, je suis recruté direct. Mais dans la vie associative, c'est jamais le cas, parce qu'il n'y a que les vrais passionnés qui restent dans les clubs et qui s'engagent en fait. On ne peut s'engager que si on est passionné et on ne peut pas juste se dire « Oh, j'endure ça à 3 ans pour être payé derrière ». Parce que si on fait un métier qui ne nous plaît pas juste parce que c'est mieux payé… Et puis alors de toute façon, le taux net d'emploi c'est 100%. Donc à un moment… Autant faire ce qu'on aime. La question ne se pose pas. Ouais. En tout cas, pas comme ça, ils s'en rendent très vite compte. Claire, je vous laisse prendre la question suivante, à laquelle on a déjà un petit peu répondu, mais ça permet de remettre les points sur les IMT. Existe-t-il des passerelles vers des spécialisations proposées par d'autres écoles du groupe IMT ou de l'Institut Polytechnique de Paris? Donc, par convention, toutes les options du groupe de toutes les écoles de l'IMT sont accessibles en mobilité à nos étudiants. Donc si on comprend bien, on peut faire ces 2 premières années au sein de Télécom Sud Paris et puis en 3e année… demander une mobilité vers une autre école. Acceptée en général? Ça dépend. Elle est acceptée en général si le dossier scolaire est bon. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est donc un double regard à la fois du côté de l'école. Il y a une sorte de… Alors, c'est toujours accepté par l'école d'accueil. D'accord. Donc, c'est jamais Télécom Sud Paris qui va dire oui à cette mobilité. Nous, on préfiltre. D'abord, on accompagne sur la définition du projet, ça je l'ai déjà dit. Et puis, si le dossier est, de notre point de vue, pas acceptable par le partenaire, on ne l'envoie pas. Mais le diplôme à la fin, ça reste le diplôme Télécom Sud Paris. Télécom Sud Paris. Et on a une petite Après, on a 3 doubles diplômes que l'on propose à nos étudiants. C'est des parcours particuliers. Le double diplôme avec l'ENSAE, Data Scientist, l'actuariat avec l'ISUP et ingénieur manager avec IMTBS. Très bien, je te laisse prendre Victor la question suivante. Et il y avait l'Institut Polytechnique de Paris quand même. Ah oui, hein, et alors il y avait il y a une fin aussi de des question. options qui Donc sont ouvertes. effectivement, de toute façon on est en train de le construire, mais on a déjà les masters qu'on est en train de définir, qui sont un héritage de ce qu'on avait fait sur l'Université Paris-Saclay. Mais on a les masters qui sont accessibles à la place d'une 3e année. Les masters de Saclay, on en a 13. Et alors si on fait un master, on a le diplôme de master et aussi le diplôme Télécom Sud Paris. Absolument. Donc, on a tout bon. Victor, la question suivante pour toi. Alors, bonjour, mon fils souhaiterait s'orienter vers la cybersécurité. Que proposez-vous exactement? Quels seraient les débouchés? Alors, il faut savoir que pour plusieurs raisons, qui sont de très bonnes raisons, je te conseille de choisir Télécom Sud Paris. Alors, quelles sont ces bonnes raisons? La première raison, donc, la plus simple à expliquer pour moi, ça va être la vie associative, le club de sécurité, de cybersécurité, qui est un des meilleurs clubs de cybersécurité étudiants de France. Alors, ils font quoi? Ils apprennent à hacker des smartphones? Pas des smartphones, mais ils apprennent à protéger justement des entités, que ce soit des serveurs, des ordinateurs, etc. Et donc ça passe par des petits jeux qu'on appelle des CTF, capture de flag. Le but est de s'introduire dans une machine et de récupérer des mots de passe. Mais c'est sous la forme de jeu, c'est organisé à peu près partout dans la France. Et ils participent et ils gagnent beaucoup de choses. Souvent des concours. Oui, et ils gagnent face même à des professionnels. Et ça c'est important. Et surtout ils se font un nom. Et en plus donc, de cette vie associative, il y a un cursus et il y a un titre qui est très important. On a donc une option, une VAP qui s'appelle SSR,
qui est la seule formation ingénieur de France à délivrer le titre d'expert sécurité de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. L'ANSSI. L'ANSSI, c'est ça. Il n'y a qu'une formation ingénieur en France qui permet d'obtenir ce titre. La MEC de la cybersécurité en France. Et alors moi j'avais eu le cas d'un étudiant, mais qui n'était pas étudiant ingénieur, qui était étudiant dans un DUT, qui avait réussi à hacker comme ça un système étatique, en plus qui s'appelle Parcoursup. Et à l'issue de ça, eh ben, il s'était fait recruter par une boîte qui lui a dit ah, bah, si vous avez réussi à faire ça, donc ça peut effectivement… Et c'est pour ça notamment qu'on a des cours de droit qui nous expliquent très précautionneusement de faire attention à ce qu'on fait sur Internet parce que c'est pas open world. Oui, bah après il avait prévenu justement l'ANSSI, donc voilà, il y a un petit peu d'étiquette. Oui, le fameux white hat hack, pardon. C'est ça. Je vous laisse prendre Claire la question suivante. Des poursuites en thèse sont-elles envisageables? Quelle proportion d'étudiants rejoint le monde de la recherche? Alors on a augmenté la proportion d'étudiants qui rejoignent le monde de la recherche, on est à peu près à 10%. D'accord. On peut l'expliquer un petit peu. Déjà, on a fait une réforme des programmes qui a été mise en œuvre à la rentrée de 2015, septembre 2015. Et après la semaine d'intégration qui est très animée, très festive, et les week-ends d'intégration, on leur fait suivre un séminaire inaugural de rentrée dans lequel on présente la totalité des activités de l'école, que ce soit d'un point de vue formation, donc ils ont un début d'aperçu sur la totalité des parcours qu'ils peuvent adresser, et de la recherche. Donc ils intègrent dès le départ que les enseignants ne sont pas que des enseignants, mais sont pleinement des chercheurs qui contribuent pour au moins la moitié de leur temps à la recherche en France. Et ils entreaperçoivent qu'effectivement, ils ont à côté d'eux, dans leur bâtiment, des chercheurs d'exception. Donc, du coup, cette question, elle est présente dès le départ. Et ils peuvent colorer leurs projets, Gate, développement informatique, Cassiope, etc., avec cette dimension recherche. À la rentrée, on ouvre 3 parcours qui sont des façons de colorer tous les temps de choix, tous les projets, toutes les UV d'ouverture, etc., dont un parcours recherche. Les 2 autres sont un parcours santé et un parcours entrepreneuriat. On a peu parlé de l'entrepreneuriat dans cette Mais je suis sûr qu'on aura des questions sur l'entrepreneuriat parce qu'il va nous rester pas mal de temps. Victor, recherche sur notre recherche? Alors moi personnellement non, mais j'ai des amis qui la font et bah, ça leur plaît bien. Est-ce que c'est les mêmes amis qui sont allés à Sofia? Non, pas du tout. Non, j'ai plus qu'une amie. Je laisse enchaîner avec la question suivante, Victor. Que va apporter le nouvel Institut Polytechnique de Paris à l'école? Quels cursus se dérouleront au plateau de Saclay? Alors que va apporter l'Institut Polytechnique de Paris, un réseau formidable de création effectivement de nouvelles formations qui sont toutes des formations de pointe avec un corps professoral enrichi, puisque effectivement on va pouvoir conjointement les 5 écoles positionner des spécialités extrêmement précises et extrêmement pointues. Quels cursus se dérouleront sur le plateau de Saclay? La première et la deuxième année restent à Évry. Nos étudiants qui intègrent notre école sont à Évry et peuvent aller sur le plateau de Saclay en 3e année. Très bien, et ça se profile bien ce nouveau mariage avec les écoles de l'IPP? Absolument. L'IP Paris. IP Paris. Ah, il faut dire IP Paris? Il faut dire IP Paris ou Institut Polytechnique. Et là, c'est effectif depuis 2 semaines, c'est ça? C'est ça, le décret est paru. Très Donc voilà, bien. on est effectivement cofondateur de ce nouvel institut. Bon, vous savez quoi? Ça va faire 45 minutes qu'on est ensemble et c'est une séquence que j'attends avec beaucoup d'impatience. J'en rigole d'avance. Vous allez le voir, on a fait un petit qui suis-je aux petits oignons, préparer les smartphones, les recorders. Je pense que cette séquence va être très sympathique. C'est le qui suis-je. Avant que les personnalités ne s'affichent sur cet écran, je tiens à ne pas me mouiller tout seul sur ce qui suis-je. Nelson Jimenez, le réalisateur vidéo qui est présent en studio dans les coulisses, a choisi l'une des personnalités. Je n'approuve pas ce choix, donc la responsabilité pleine et entière lui incombe. Le qui suis-je, c'est 3 personnalités issues d'univers très différents. Et là, je peux vous dire que c'est très différent. Alors pour vous, c'est assez semblable, mais très différent sur les personnalités. Et vous allez devoir trouver laquelle de ces personnalités correspond le plus à Télécom Sud Paris. Nelson, t'es prêt en régie? C'est parti. Et ben voilà,
Les trois. Je pense qu'on peut le dire. Les trois. Les trois. Oui, parce que. Alors, on ne va pas hacker les règles. Je vais d'abord présenter ces trois personnalités. Nous avons sur la gauche, vous la reconnaissez sans doute, Aya Nakamura, chanteuse française, avec son très célèbre tube Dja, Hola Papi, mais quel passage, j'entends des bails atroces sur moi. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a toujours des petites histoires derrière, vous allez le voir, on n'a pas pris ça non plus au hasard. Aya Nakamura, c'est une chanteuse française qui s'est exportée à l'international. Côté international, je vous tends plein de perches, et qui a fait la une de Grazia, c'était il y a 2-3 semaines, donc elle est en train vraiment de percer, et elle a eu un article dans le New York Times aussi. Nous avons au milieu, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais vous allez le connaître, c'est Bilal Hassani. Si. Il a fait l'Eurovision, il s'est exporté et surtout, il a vécu un rêve. À l'origine, c'est un petit YouTuber qui avait sa chaîne, qui se filmait avec son smartphone et il est devenu une star qui en passe d'être une star internationale. Il a suivi son rêve, il est devenu ce qu'il voulait être. Encore une perche. Et sur la droite, c'est Nelson qui l'a choisi. Elle s'appelle Kim Glow. C'est une personnalité qui a des arguments. De télé-réalité. Elle a fait les Marseillais. Et voilà, donc elle s'est jouée de son image. Et parce que de son image, comme beaucoup de personnalités de télé-réalité, elle est devenue influenceuse. C'est-à-dire qu'elle est sa propre patronne, sa propre auto-entrepreneur. Aujourd'hui, elle négocie des contrats avec des marques. Elle fait du placement de produits publicitaires. Et vous parliez tout à l'heure de transformation. Kim Glow, elle est dans la transformation parce que cette image de, on peut le dire, bimbo entre guillemets de la télé-réalité, elle veut la changer et elle veut maintenant qu'on l'appelle Sophie parce qu'elle a décidé de changer un peu de vie, de se transformer. Alors là, vous pouvez pas me dire c'est les trois personnalités avec toutes les perches que je vous ai tendues, il y a bien une des trois personnalités qui vous correspond le plus. Il faut qu'on en choisisse une chacune. Alors vous pouvez choisir la même si vous voulez, comme vous voulez. Non, je t'en prie. Commence. Moi, je pense qu'elles ont toutes autant d'arguments que Télécom Sud Paris. Tous ces personnalités. Non, mais je vais choisir quand même la première. Aya Nakamura. Parce qu'effectivement, la dimension internationale dont on a peu parlé est extrêmement présente. On a des étudiants qui viennent de tous les continents. Et l'interculturel, le respect des différences, mais j'aurais pu prendre Bilal aussi, est extrêmement important dans notre formation. Vous voyez que... Oui, je vais suivre Claire sur ce point-là, même si je trouve que ces trois personnalités représentent les trois, mais conjuguées, parce qu'en fait, quand on se rend compte de tous les atouts de Télécom Sud Paris, on a à la fois l'international, on a à la fois la mobilité, on a à la fois cette dimension de communication, et finalement, on pourrait s'identifier aux trois, mais bon, s'il faut en choisir une, allez, on prend Aya Nakamura. Et alors, est-ce que vous seriez prêt à peut-être que ça devienne votre nouveau logo, ces trois personnalités en haut de l'école Mais regardez la plaquette, la dernière plaquette qu'on vient de sortir, que justement les admissibles l'ont reçue sur la première page. D'accord. Ça ressemble beaucoup. On ira voir tout ça. Symbole de la diversité et des valeurs interculturelles, de l'enthousiasme aussi, le sourire. Voilà. Bon, c'était un bon qui suis-je, ça va? Ça va. Ça allait. Vous nous avez un peu aidé. Je vous laisse prendre Claire la question suivante. Bonjour, j'aimerais beaucoup monter une start-up et je me demandais si vous avez des dispositifs pour accompagner les étudiants dans ce projet. Eh bien, je crois que là, il faut vraiment que cet étudiant vienne chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a un des premiers incubateurs de France, souvent classés 3e, 4e, qui est IMT Starter. On a créé plus de 200 entreprises avec cet incubateur. Et surtout, c'est une part importante de la formation, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, et ils adorent ça, c'est pas vécu de manière douloureuse, de chacun avoir un projet de création d'entreprise. Donc, ils passent par une semaine de créativité où là, tous les étudiants, et c'est fait, c'est le plus grand challenge de France est organisé chez nous, puisqu'on rassemble les étudiants d'IMTBS, de Télécom Sud Paris et de l'NCUE. Ça fait plus de 500 étudiants qui participent à un challenge de création d'entreprise. Et il y a des vraies entreprises qui naissent à l'issue de ce challenge? Et il y a des vraies entreprises qui naissent à l'issue de ce challenge, absolument. Alors, Uavia, qu'est-ce donc? Uavia, une société qui est en train de monter dans les drones. Voilà. Donc, et alors toi, tu as fait ce challenge? Et oui, alors c'est fait, il est en 2e année. Et tu avais monté quel projet de start-up? Alors moi, j'avais monté un projet de prévision de taux d'occupation des chambres d'hôtel. Je suis arrivé jusqu'en phase finale, mais je n'ai pas gagné. D'accord. Et pourquoi? Pour que les hôtels puissent savoir à l'avance quels seront en fonction de data analysis, etc. Exactement, en fonction de la météo et d'événements plus difficiles à prédire.
Et c'est vrai que pour le coup, la météo, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire une incursion dans un service de big data pour un très grand site internet qui fait de la vente en ligne. Et la météo était prise en Showroom compte. privé vient de notre école. Donc, effectivement, ils utilisent les big data. Ouais. On a des data scientists à VP, vente privée. Oui. Donc, c'est effectivement juste- un des grands usages des big data. Un des usages des big data. Et juste pour revenir sur l'incubateur, il y a de très grandes entreprises qui sont sorties là, hein. L'Inagora, juste au Recommerce. Rue du commerce Recommerce. Recommerce. Donc c'est Qui non, est, c'est pas qui est un des acteurs pour recycler les téléphones. Oui. D'accord. Quand on vous dit que travailler sur les valeurs, changer la société, savoir pourquoi on fait de l'innovation, on est très fiers de la création de Recommerce. Je vous laisse prendre Claire la question suivante. Quels sont les pays avec lesquels Télécom Suiterie échange-t-elle le plus Alors, le plus. Où est-ce qu'on peut l'Angleterre. partir en fait, hein Bon, on peut partir en Angleterre, on peut partir aux US, on peut partir au Japon, en Espagne, sur tous les continents en fait. Donc, il y a plus de 140 accords. Je vais avoir du mal à les lister là dans le temps imparti. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de destinations. Tous les étudiants partent à l'international ou quelle C'est une proportion obligation, D'accord. 12 semaines cumulées. Donc, c'est pareil. Là, on a voulu favoriser la diversité, où les étudiants peuvent soit et ou partir en mobilité académique, donc aller faire un semestre à l'étranger, faire des stages à l'étranger, faire des missions humanitaires à l'étranger, et même des écoles d'été. Et toi, tu as eu l'occasion déjà de partir? Non, moi je compte partir en 3e année sur mon stage de fin d'études. Et où? Tu as déjà une idée de la destination? J'ai déjà quelques idées, mais Alors ça serait... plutôt soit au Canada, soit vers l'Écosse. Très bien. Pourquoi le Canada? C'est des destinations qui t'intéressent? Oui, puis il y a des entreprises qui m'intéressent là-bas aussi. Eh ben, je te laisse prendre la question suivante. Alors, pouvez-vous nous parler un peu plus en détail des doubles diplômes à l'international? Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas personnellement, mais j'ai des amis qui font des échanges. De nouveaux amis encore? C'est pas les mêmes. Pas les mêmes, À voilà. chaque fois un nouveau. C'est une grande famille. Oui. Qui partent, qui part au Canada, mais je vais peut-être laisser Claire expliquer un peu mieux. Là, alors les accords de double diplôme à l'international, ils sont un peu mouvants, donc il faut aller regarder sur le site de l'école très précisément quel accord on a, mais effectivement, on a des accords avec les USA, Georgia Tech, avec Irvine, avec... Sachant que Georgia Tech vient recruter sur le campus. Ils viennent... Parce que c'est ce qui peut être intéressant de rappeler aux spectateurs qui nous regardent ou qui nous regarderont, c'est qu'on a souvent, quand on part à l'étranger, des échanges qui durent 6 mois. C'est de la mobilité, ce qu'on La appelle de la mobilité. mobilité. Et puis de l'autre côté, il y a les doubles diplômes où on passe un peu plus de temps en C'est général. ça. En général, on y passe plutôt 18 mois. La régie, on vous attend et ce sera pour toi, Victor. Bonsoir, avec les enjeux mondiaux actuels, disposez-vous d'une formation pour l'intégration du développement durable dans le métier d'ingénieur? Et il s'avère que oui, nous avons une formation, en fait dans le cadre de la CTI, Télécom Sud Paris possède sa formation pour introduire les élèves au développement durable. Et c'est une formation qui a lieu en première année. Dès le départ. Comme ça on attaque direct dans le tronc commun. Et donc, en quoi consiste concrètement cette formation? On va se mettre par groupe, encore une fois une pédagogie par projet. On va sélectionner une entreprise ou un pays ou une entité et faire en quelque sorte son bilan écologique selon plusieurs critères qui sont énoncés dans un cours. Devoir écrire un dossier et le rendre, tout simplement. Et est-ce que ça peut créer des vocations pour vos ingénieurs? Parce que vous en avez parlé de cette dimension écologique, sociétale, et j'ai le sentiment que c'est de plus en plus présent chez les élèves Ça ingénieurs. crée une conscience. C'est-à-dire des vocations éventuellement sur quelques personnes. Et encore une fois, comme chaque élève doit faire son propre projet, c'est important qu'ils soient tous indépendants. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de mal avec... des masses d'étudiants qui veulent absolument faire des data science. Il n'y a pas que des data science dans le monde du numérique, qu'ils restent indépendants et qu'ils construisent leur vie et leurs projets. Donc il y en a pour qui ça réveille de manière assez profonde, voire violente, cette question de est-ce qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini, ou comment est-ce qu'on va gérer cette problématique. Et ça peut amener des réorientations dont on a parlé, d'aller plus vers écologie, développement durable, énergie renouvelable, etc.
Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça leur donne une conscience. Tous, on commence à se demander, ok, mais quand je fais ça, quel est l'impact? Quel est l'impact sur ma planète? Quel est l'impact? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que ça, effectivement, rend le monde plus durable? Voilà, notre économie. Très bien, Victor. La question suivante, pour toi. Alors, ça ressemble à quoi une première journée à Télécom Sud Paris? Wow. Y a-t-il une journée d'accueil spécifique destinée aux arrivants? Welcome to Télécom Sud Paris. Voilà, alors, ce premier jour. L'accueil à Télécom Sud Paris ne se résume pas en une journée, il se D'accord. résume en une semaine, voire une semaine et demie, 2 semaines, qui est une semaine d'intégration. Comment? Une semaine et un week-end, c'est bien. Après, Il y a l'intégration pour les cours aussi. voilà. Et donc, on va arriver tout simplement, et pendant la première semaine à Télécom Sud Paris, on va avoir chaque matinée un amphi qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut vivre sur le campus, mais d'un point de vue, voilà, vous êtes à la Mézelle, vous avez accès à telle salle de cours, telle salle de cours. On va nous expliquer le système de numérotation des bâtiments, comment aller à la cantine. Et chaque après-midi de cette première semaine, va y avoir une activité organisée au fur et à mesure par une association. Donc ça va être d'abord le bureau des élèves, puis après le bureau des arts et ensuite l'association sportive de l'école. Et ça va nous permettre déjà de nous réunir en tant que promotion. Alors promotion là non pas étudiante mais associative parce qu'on est aussi en commun avec les managers et de pouvoir découvrir toute la vie associative qu'il y a sur le campus. Et donc c'est à peu près ce qui s'y passe en une semaine. Donc, et le vendredi soir, Oui, ils après, partent on en part, week-end d'intégration. Et alors, vous étiez allé où, vous? Alors là, L'année dernière, on est Ouais. allé sur le bassin d'Arcachon. Ah. Parce que nous, on y va aussi. Hein. Ah, vous y allez, donc c'est Ah pas oui. que les étudiants. Ah, mais entre quand je vous eux. dis qu'on accompagne nos étudiants, on accompagne nos étudiants. Ah, mais avec le BDE, c'est-à-dire que ça les rassure qu'on soit là aussi. Pour Voilà. superviser, entre guillemets, ou à accompagner Pour l'organisation. accompagner, c'est un oui, bon mot. accompagner. Je vous laisse prendre la question suivante, Claire. Les professeurs viennent-ils davantage du monde professionnel ou du monde universitaire? Les deux. 50-50 ou... Non, mais pas 50-50. Double profil sur chaque personne. C'est-à-dire que, par défaut maintenant, hein, quand même, pour postuler en tant que professeur à Télécom Sud Paris, on a un doctorat. Mais pas n'importe quel doctorat. Souvent un doctorat avec des expériences sur des projets qui ont associé des entreprises, sur des projets européens, sur donc une conscience de ce qu'est l'industrie, des enjeux de l'industrie et de la nécessité qu'une recherche académique soit coordonnée avec les enjeux économiques, territoriaux et nationaux et internationaux. Petite requête à la régie, est-ce qu'on peut terminer avant la chouchoute avec une petite question sur les débouchés, si vous avez ça en stock? J'aime bien leur lancer des petits défis. Ils vont chercher peut-être un petit mot pour accompagner. C'est quoi les relations que tu entretiens avec tes enseignants? Est-ce qu'ils sont disponibles, à l'écoute? Est-ce qu'ils t'accompagnent dans tes projets? Comment ça se passe? On en parlait tout à l'heure et on parlait aussi de l'augmentation du nombre de doctorats à la sortie de l'école. C'est aussi un rapport avec le fait que les professeurs sont disponibles tout le temps pour nous. Les salles de cours sont disponibles, elles sont tout le temps ouvertes. On peut aller voir n'importe qui, on sait qui est dans quel bureau. Sachant qu'il y en a quand même beaucoup de bureaux, donc il ne faut pas se tromper. Et on peut discuter tout simplement, c'est vraiment, on peut arriver, se poser et parler pendant une demi-heure de notre avenir, on a un projet, comment est-ce qu'on pourrait le faire, est-ce qu'on met en place, est-ce que le professeur va nous accompagner sur un projet Cassiopée, etc. Donc en tout cas, ils sont à l'écoute. Claire, Exactement. en une petite poignée de secondes, cette dernière question est pour vous. Avez-vous des informations concernant les débouchés et les salaires de sortie? Absolument. Oui. Victor connaît ça par cœur. Ah, 43 000 euros salaire moyen de Brut. sortie. 43 000 euros brut, absolument. Quel débouché? Les industries études et développement, Oui. système d'information, donc informatique, maîtrise d'œuvre, gestion de projet et réalisation de projets informatiques, le conseil, qui est aussi une part importante, 10% en cybersécurité, 10% sur les jeux vidéo, puisqu'on a une très très belle spécialisation aussi sur les jeux vidéo, qui est importante. Voilà. Système d'information, jeux vidéo, cybersécurité. Donc un large Et alors, panel de toutes les débouchés, entreprises, c'est-à-dire que qu'on me donne des entreprises qui ne sont pas concernées par le numérique. Eh bien écoutez, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble déjà, mais avant de se quitter, je vous ai réservé un petit plaisir pour la fin, c'est la chouchoute. Alors vous avez eu beaucoup de questions pendant ce live, laquelle avez-vous préférée? Je commence par toi Victor.
La question que j'ai préférée. Le qui suis-je? Le qui suis-je était sympa. Non, la plus drôle, c'était évidemment la destination finale. Bon, on va dire ça, la destination finale, la c'est une destination excellente finale, réponse. Et vous, Claire, quelle est la question que vous avez préférée? La question sur la cybersécurité. Parce qu'effectivement, je pense, enfin moi je suis très très fière des spécialisations qu'on a. Une école du numérique, finalement, c'est un petit peu flou parce qu'on est beaucoup à faire des écoles du numérique. Après, pour quelle spécialité? On a des enseignants-chercheurs qui ont juste des compétences reconnues de manière internationale et qui sont concrétisées par ces nouvelles options comme la cybersécurité, le jeu vidéo, l'architecture et l'intelligence pour les réseaux. Et toutes les couches du système d'information. Si vous êtes expert de cybersécurité à Télécom Sud Paris, il faudra revenir pour un oral thématique. Vous savez, c'est des petits formats d'émissions à Campus Chanel. Nous revenons, sujet. Nous revenons avec Hervé Debar. Eh bien, très bien. Le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Et vous venez sur notre campus. Et on viendra sur le campus avec grand plaisir. Et puis, surtout, ceux qui vont venir sur le campus, eh ben, c'est les étudiants qui nous ont regardés, les spectateurs qui nous ont regardés ce soir. J'espère qu'on aura pu vous aider, vous éclairer. Courage dans cette période d'oraux, de concours. Et moi, je vous dis à très vite sur Campus Chanel.